l'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024 à Hanoï, le Vietnam s'engage à œuvrer vers une croissance rapide et durable de l'ASEAN. Les forces de l'ordre maritime s'efforcent de mettre un terme aux activités de la pêche INN avant la prochaine inspection de la CE. Pour réaliser son engagement net zéro d'ici 2050, le Vietnam s'efforce de remplacer progressivement les centrales électriques au charbon par des énergies plus propres. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2024 s'est ouvert ce mardi matin à Hanoï. Ce forum, placé sous le thème « Vers une croissance rapide, durable d'une communauté ASEAN centrée sur les personnes » est une initiative du Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính, le Premier ministre laotien Son Siphandon, le secrétaire général de l'ASEAN, Cao Kim Huân, et près de 500 délégués ont participé à cet événement. Tout de suite, compte rendu de Thu Hiền. L'initiative du Premier ministre Phạm Minh Chính d'organiser le Forum sur l'avenir de l'ASEAN est hautement appréciée par les pays de l'ASEAN. Le forum est un événement significatif avec la participation de représentants gouvernementaux, universitaires et chercheurs du monde entier et illustre les contributions actives et pratiques du Vietnam à la communauté de l'ASEAN. Devant près de 500 délégués, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l'urgence de discuter et de planifier l'avenir de l'ASEAN. Selon lui, après près de 6 décennies de formation et de développement, l'ASEAN n'a jamais été dans une meilleure position qu'aujourd'hui et n'a jamais été confrontée à autant de défis qu'aujourd'hui. Le Premier ministre vietnamien a donc insisté sur la nécessité d'une vision stratégique et intégrale pour l'ASEAN afin de renforcer sa proactivité et sa capacité d'adaptation pour saisir les opportunités, relever les défis et se développer de manière stable et durable. L'ASEAN joue un rôle central dans la promotion du dialogue, de la coopération et du développement. L'ASEAN fait l'objet d'une série d'initiatives de connectivité régionale, mais est également le centre d'une concurrence stratégique féroce. Le rôle central de l'ASEAN est largement reconnu, mais il y a des moments et des lieux où ce rôle est ignoré. L'ASEAN est le 5e plus grand bloc économique au monde, mais l'écart en termes de développement reste important et le niveau de coopération et de connectivité au sein du bloc n'est pas assez fort. Ces réalités font qu'il est nécessaire que l'ASEAN ait une vision stratégique globale, renforce son esprit d'initiative et sa capacité d'adaptation pour saisir les opportunités, résoudre les défis et se développer de manière stable et durable. Pour réaliser la vision de la communauté de l'ASEAN pour 2045, le chef du gouvernement vietnamien a appelé l'ASEAN à intensifier la solidarité, la coopération et l'unité dans la diversité, à promouvoir l'esprit d'indépendance, de résilience et d'autonomie stratégique, à promouvoir sa centralité tout en respectant les différences, en assurant l'harmonie des intérêts et à rester fidèle à sa position de principe sur les questions de sécurité et de développement régional et mondial. Dans le cadre du Forum sur l'avenir de l'ASEAN, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue laotien ont co-présidé une table ronde consacrée à la transformation numérique. Lors de l'événement, le chef du gouvernement vietnamien a indiqué que parallèlement à la transition verte, la transformation numérique devenait une tendance inévitable et un nouveau moteur de croissance pour un développement rapide et durable. Dans son plan directeur numérique 2025, l'ASEAN adopte une approche stratégique globale pour promouvoir une transformation numérique intégrale, la considérant comme un moteur clé d'un développement économique inclusif et durable. Pour faire de l'ASEAN un modèle en matière de transformation numérique, le dirigeant vietnamien a proposé de promouvoir un accès égal à la transformation numérique et à l'économie numérique selon le principe bénéfice harmonieux, risque partagé, ainsi qu'une approche globale dans le développement de l'économie numérique de l'ASEAN.
Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce mardi à Hanoï le secrétaire général de l'ASEAN, Cao Kim Huân, à l'occasion de sa visite de travail et de sa participation au forum sur l'avenir de l'ASEAN. Le chef du gouvernement a apprécié les contributions du secrétariat de l'ASEAN au travail commun de la communauté de l'ASEAN. Concernant la construction de la communauté de l'ASEAN, il a souligné la priorité de maintenir la solidarité, l'indépendance, la résilience et l'adaptabilité dans un environnement régional et international en constante évolution. En ce qui concerne la question en mer orientale, Phạm Minh Chính a affirmé que l'ASEAN maintenait son rôle central dans la promotion du dialogue et la résolution des problèmes par des moyens pacifiques conformes au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. La 32e session du comité permanent de l'Assemblée nationale s'est terminée cet après-midi à Hanoï. Les délégués ont discuté du projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée modifiée. Certains délégués craignent que la limite de services bénéficiant d'un taux d'imposition de 0% dans les zones non tarifaires affecte les entreprises de transformation et d'exportation et la participation du Vietnam à la chaîne d'approvisionnement mondiale. S'exprimant à la clôture du 32e session, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a déclaré que jusqu'à présent, le comité permanent de l'Assemblée nationale avait donné son avis à 21 sur un total de 24 projets de loi qui seront soumis à l'Assemblée nationale lors de sa prochaine 7e session. 3 autres projets de loi seront examinés lors de la prochaine réunion du comité permanent. Les navires de pêche vietnamiens doivent cesser de se rendre dans les eaux étrangères pour pêcher illégalement. Les forces de l'ordre maritime s'efforcent de mettre un terme à ces violations avant la prochaine inspection de la CE afin de faire retirer le carton jaune sur les produits de la mer vietnamien. Cependant, cette tâche se heurte à de nombreuses difficultés. Tout de suite, état des lieux. Ces navires sont en mer depuis de nombreux mois, mais ils font face à de grosses vagues et à des vents violents. Il est nécessaire d'établir une barrière solide avec la détermination de ne pas laisser les navires de pêche vietnamiens violer les eaux étrangères. Les navires des forces compétentes inspectent et contrôlent régulièrement les bateaux de pêche des pêcheurs. Peu importe le jour ou la nuit, quelles que soient les conditions météorologiques, les violations sont toujours détectées à temps et évitées rapidement, même si les pêcheurs utilisent des astuces sophistiquées. Une fois arrêtés, les sujets trouvent toujours suffisamment d'excuses pour échapper au crime et sont prêts à lutter contre les autorités. Les cas de non-installation d'un dispositif de suivi ou de non-autorisation pendant le processus d'exploitation seront traités et punis très sévèrement. C'est une manière pour les gens d'être sensibilisés aux réglementations en matière d'exploitation de la pêche. Il est plus facile d'empêcher les navires de pêche de violer les eaux étrangères lorsqu'il existe une coordination étroite entre les forces fonctionnelles. En conséquence, la région de la garde côtière s'est coordonnée avec les unités navales, le contrôle des pêches, les gardes frontières et la milice maritime pour renforcer les patrouilles, le contrôle et l'échange d'informations des violations. Nous appliquons de nombreuses mesures différentes telles que l'observation, la patrouille et l'inspection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans des conditions météorologiques complexes, avec une visibilité nocturne limitée, nous intensifions nos patrouilles pour empêcher les navires de pêche de franchir la frontière vers les eaux étrangères. Les forces compétentes ont également fait de la communication et de l'éducation pour sensibiliser les pêcheurs aux lois. Lorsque les pêcheurs respecteront strictement la loi, les violations de l'exploitation des produits de la mer prendront véritablement fin. Grâce à cela, la Commission européenne retirera bientôt le carton jaune appliqué aux fruits de mer vietnamiens. Des projets ferroviaires urbains de Hanoï ont été étudiés et développés il y a plus de 20 ans, mais les travaux piétinent. Les raisons de ce retard sont multiples, dont le coût d'investissement élevé et des procédures encore compliquées. Ces problèmes nécessitent des changements dans la mise en œuvre et des politiques pour achever le réseau ferroviaire urbain comme prévu.
La section souterraine de 4 km de la ligne ferroviaire 3 Nyon-Gare de Hanoï est toujours en construction, même si le projet a débuté il y a 14 ans. Selon le plan, il faudra attendre 2027 pour achever l'intégralité du parcours, alors qu'il était initialement prévu qu'il soit achevé en seulement 5 ans. Cependant, selon les experts, tirant l'expérience des lignes ferroviaires urbaines déjà déployées, Hanoï peut encore achever le déploiement de 9 lignes ferroviaires urbaines, ainsi que celui de 3 lignes ferroviaires monorail comme prévu. Nous devons changer le modèle de gestion des investissements dans la construction en modifiant la gestion des coûts des intrants et en contrôlant les séquences et les procédures vers un modèle de contrôle des résultats. Nous pouvons donc atteindre notre objectif. Le capital d'investissement doit être approprié. Nous devons déterminer quel itinéraire effectuer en premier ou en dernier. Le déminage du site doit être terminé 1 à 2 ans à l'avance pour garantir les progrès. La loi sur la capitale est également en cours d'élaboration et de modification dans le but de créer un maximum de commodités pour le développement ferroviaire urbain. En conséquence, Hanoï se voit accorder la priorité pour appliquer le modèle de développement urbain associé au transport public, dont le développement des lignes ferroviaires urbaines. Si le projet révisé de loi sur le capital est adopté, il entraînera certainement de grands changements. Hanoï bénéficiera de davantage de droits et d'une plus grande proactivité et flexibilité dans les décisions d'investissement. Il nous sera plus facile d'attirer des ressources pour mettre en œuvre ce projet de chemin de fer urbain. Hanoï concentre toutes ses ressources sur le développement ferroviaire urbain, dans le but de construire 200 km supplémentaires de voies ferrées urbaines d'ici 2035. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, plusieurs dirigeants du parti et de l'État ont rencontré aujourd'hui à Hanoï des anciens combattants et anciens jeunes volontaires de la campagne historique. Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamien ont remporté la bataille stratégique décisive de Dien Bien Phu. La célébration de cette victoire est l'occasion de promouvoir les traditions révolutionnaires, le patriotisme, la fierté et la force du bloc de la Grande Union nationale. Les générations de Vietnamiens se souviendront à jamais des grandes contributions des prédécesseurs, vétérans révolutionnaires, martyrs héroïques, soldats blessés, généraux, officiers, soldats, jeunes volontaires et habitants qui ont directement participé à cette campagne, apporté leurs contributions et se sont sacrifiés pour la victoire historique de Dien Bien Phu. Il n'existe pas encore de mécanisme national d'échange de crédit carbone au Vietnam. Cependant, la demande d'échange a augmenté ces derniers temps en raison des politiques de développement durable et respectueuses de l'environnement. De plus en plus d'entreprises exportatrices ont besoin d'acheter ou d'échanger des crédits carbone pour satisfaire les normes imposées par les marchés exigeants. Tout de suite, reportage à Ho Chi Minh Ville, qui a été choisie comme la première localité à piloter le mécanisme d'échange et de compensation des crédits carbone. À partir de 2025, le Vietnam pilotera un marché de crédit carbone. Le pays recense 1912 grandes entreprises émettant 3000 tonnes de carbone par an. Ces entreprises pourront acheter des crédits carbone pour répondre aux normes de réduction des émissions. Cela profitera tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, qui auront accès à des crédits carbone moins chers. La mise en œuvre du marché volontaire du carbone offre davantage d'opportunités aux habitants, aux minoritaires et aux communautés propriétaires des sources d'absorption du carbone,
comme les forêts ou le riz. Ho Chi Minh Ville émet environ 60 millions de tonnes de carbone chaque année. Les activités industrielles et de transport en représentent 33 millions de tonnes. Avec la résolution 98, la ville pilotera un mécanisme d'échange et de compensation de crédits carbone, destiné aux entreprises qui en ont besoin. Avant de mettre en œuvre ce mécanisme, il est nécessaire de recenser les entreprises qui ont besoin d'acheter des crédits carbone ou qui souhaitent contribuer à la réduction des émissions de carbone. Deux étapes importantes sont nécessaires pour reconnaître un crédit carbone, qu'il soit acheté ou offert volontairement, c'est le recensement et la vérification. Mais ces deux étapes dépendent de l'UNSSC, donc, la mise en œuvre de ce mécanisme est assez lente. En 2024, la croissance verte et la transformation numérique sont considérées comme deux priorités de Ho Chi Minh Ville. La mégapole du Sud-Ville vise une économie verte et neutre en carbone et atteindre, d'ici 2030, l'objectif de réduction des émissions de 10%. Grâce aux activités d'échange de crédits carbone, Ho Chi Minh Ville n'attire pas seulement les investisseurs pour créer des emplois pour la ville, mais contribue également à promouvoir une économie verte à l'échelle nationale. Le Vietnam s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cependant, la dépendance au charbon est un défi important pour le pays en matière de réduction des émissions de carbone. Pour pouvoir réaliser son engagement, le Vietnam a élaboré une feuille de route et s'efforce de mobiliser des ressources nationales et étrangères pour remplacer progressivement les centrales électriques au charbon. Plus de détails. Il n'y aura plus de nouvelles centrales électriques au charbon après 2030. La production d'électricité au charbon sera progressivement réduite après 2035. À partir de 2050, le Vietnam n'utilisera plus de charbon pour produire de l'électricité. Toutes les centrales électriques au charbon passeront à la biomasse et à l'ammoniac. Pour respecter cette feuille de route, les centrales électriques au charbon testent actuellement l'application de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. En fait, nous avons commencé l'essai de la co-combustion de biomasse. Dans un premier temps, la biomasse représente 2%. À l'avenir, nous augmenterons progressivement ce taux de co-combustion. Le coût d'investissement initial est un défi. Le deuxième défi est que le Vietnam doit encore garantir la sécurité énergétique pour le développement socio-économique. Il faudra alors investir dans les énergies renouvelables pour compenser le déficit causé par la conversion des centrales électriques en charbon. Le Vietnam compte environ 40 centrales électriques au charbon, représentant plus de 30% de sa production électrique. Pour remplacer le charbon par d'autres énergies plus propres, il exige des capitaux, mais aussi des technologies et des ressources humaines. Ce secteur intéresse de plus en plus d'investisseurs étrangers. Nous proposons de construire une usine à énergie propre et durable à Ninh Binh. Les systèmes de surveillance automatique des gaz d'échappement et de refroidissement à circulation répondent aux normes d'émissions internationales et vietnamiennes. Nous fournissons un soutien technique et financier pour aider le Vietnam à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles tels que le charbon, en développant ses sources d'énergie renouvelables. Les crédits verts seront destinés aux projets d'énergie solaire sur les toits et d'énergie éolienne offshore du Vietnam. La conversion du charbon à l'énergie éolienne et solaire permettra au PIB vietnamien de passer de 70 à 80 milliards de dollars, selon une étude du groupe de conseil de Boston aux États-Unis. La zone touristique de Mộc Châu, province de Sơn La au nord-ouest, est désormais reconnue comme zone touristique nationale. Une décision en ce sens a été signée aujourd'hui par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. La zone touristique nationale de Mộc Châu s'étend sur une superficie de plus de 206 000 hectares dans les deux districts de Mộc Châu et de Vân Hồ, province de Sơn La. Il s'agit d'une zone touristique nationale à caractère écologique et culturel avec divers types de tourisme. C'est aussi le centre de la production agricole, forestière et artisanale de Sơn La, une zone de conservation écologique, de sécurité et de défense nationale.
En décembre dernier, la zone touristique de Mộc Châu a pour la deuxième fois remporté le prestigieux prix de la première destination naturelle régionale au monde 2023. Cultivé au Vietnam depuis plus de 3000 ans, le thé est la boisson traditionnelle du pays. Mais peu de gens savent que l'industrie vietnamienne du thé est née à Đà Lạt, dans la province de Lâm Đồng. Les plantations de thé ont officiellement ouvert leurs portes à Đà Lạt en 1922. Boire du thé fait partie de la culture vietnamienne depuis des centaines d'années. Mais qu'en est-il de l'utilisation du thé pour préparer des plats? Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, explorons comment les chefs de Đà Lạt créent des plats délicieux à partir de feuilles de thé cultivées à cet même endroit. L'industrie du thé de Đà Lạt est connue tant au niveau national qu'international, avec des plantations de thé qui s'étendent dans toute la ville. Pour honorer le secteur du thé et les producteurs, Lâm Đồng organise un festival culturel du thé tous les 2 ans. Cuisiner est une excellente façon de savourer le thé car cela apporte des saveurs uniques au plat, tant salé que sucré. Le thé peut sublimer une recette et également équilibrer les saveurs. Vous pouvez utiliser du thé dans n'importe quel plat en utilisant de l'eau du thé ou même simplement en déposant des feuilles de thé directement dans le plat. Cuisiner avec le thé ne doit pas être compliqué. Quelques petits ajustements rendent le plat plus intéressant que jamais. Les feuilles de thé doivent être trempées dans de l'eau salée pour être nettoyées. Nous devons utiliser les feuilles les plus âgées plutôt que les jeunes, car ces dernières sont plus âcres. Lors de la cuisson de plats de fruits de mer, nous utilisons souvent des feuilles de thé pour éliminer les odeurs du poisson ou des crevettes. Je cuisine les crevettes avec des feuilles de thé frites. Les crevettes sont nettoyées normalement et frites dans de l'huile. Les feuilles de thé sont cuites de la même façon. Pour le poisson, je fais bouillir les feuilles de thé pour les nettoyer. Ensuite, j'écrase les feuilles pour les braiser avec le poisson. Je mets davantage de feuilles de thé écrasées lorsque le plat est presque cuit pour rehausser la saveur. Pour d'autres plats, les feuilles de thé contribueront à augmenter la douceur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé des feuilles de thé pour cuisiner du riz gluant. J'ai mélangé le thé au riz, puis je l'ai cuit à la vapeur. Le thé sera absorbé dans le riz gluant et ajoutera une saveur distinctive au plat. Le thé est délicieux en soi et bon à tout moment de la journée. Mais si vous prenez du thé avec des desserts, ou si vous utilisez du thé pour préparer des desserts, il n'y a rien de comparable. En plus de préparer du thé pour boire, j'utilise également les feuilles de thé et les bourgeons de thé pour faire des biscuits au thé et de la mousse au thé, qui conviennent tous deux à l'heure du thé du soir. Les saveurs uniques des desserts au thé offrent non seulement une introduction facile aux personnes qui autrement n'essaieraient pas le thé, mais également une option sans sucre pour les personnes à la recherche d'une alternative plus saine à leur friandise préférée. En termes de valeur nutritionnelle, le thé est très bon pour le corps humain. Il aide le système digestif à mieux fonctionner.
Nous ajoutons souvent l'arôme après la cuisson des aliments pour en préserver l'odeur et le goût. Par exemple, pour faire les cookies, je n'utilise pas de thé infusé il y a 2 à 3 jours car l'infusion n'est pas aussi bonne que si elle avait été préparée maintenant. Je prépare souvent du thé pour que nos invités puissent l'utiliser dans les 30 minutes ou 1 heure au moins. La cuisine liée au thé est non seulement attrayante, mais aussi facile à faire, même pour les chefs à domicile. Le thé n'est pas seulement une boisson, mais devient progressivement une épice familière dans la cuisine, contribuant à rehausser la saveur des plats. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.